Penhaner. Et donc, je vais vous présenter le rôle des plantes de service dans une stratégie PBI push-pull. Donc, tout d'abord, resituons un peu le contexte. Donc, les méthodes alternatives de phytoprotection sont très nombreuses. Et parmi ces méthodes, il y a une large diversité des méthodes PBI contre les ravageurs. On peut citer parmi ces méthodes l'identification et l'utilisation des cultures moins sensibles, quand c'est possible. L'utilisation d'auxiliaires, que ce soit en préventif ou en curatif. On peut également intégrer des techniques pour retenir les auxiliaires donc, dans la culture. Comme on le disait, c'est le cas des fleuries, des bandes fleuries, mais aussi des plantes de service ou du nourrissage des auxiliaires avec le pollen. Donc ça recoupe un peu les présentations précédentes. On peut également utiliser des méthodes mécaniques, comme le piégeage de masse, donc que ce soit par aspiration, comme c'est fait au SCRAD, ou par stimulation. Et puis on peut essayer de changer le comportement des ravageurs pour les rendre simplement moins nuisibles. Et donc pour cela, il faut essayer de provoquer une migration volontaire en fait, des ravageurs. Cela dans le but donc d'utiliser moins d'insecticides et surtout de les utiliser en dernier recours. Donc bien sûr, les méthodes alternatives, on a vu qu'elles étaient nombreuses et il faut en utiliser plusieurs pour réussir à avoir une protection phytosanitaire efficace, durable. Surtout dans nos systèmes de culture, comme vous le voyez sur la photo, qui sont avec une large diversité de plantes, des densités assez fortes et puis des espaces assez restreints. Donc il faut vraiment multiplier les choses pour avoir une bonne protection. Pour changer le comportement des ravageurs, on peut essayer donc de modifier leur vision. Et c'est notamment le cas avec la composition du spectre lumineux qui arrive dans les serres. Donc pour cela, par exemple, on a les serres UVA, donc qui laissent passer les UV. Ces serres ont un effet direct sur le ravageur. Malheureusement, il est négatif pour la culture, puisqu'en fait, ça augmente la visibilité dans la serre. Donc évidemment, ça augmente l'activité du ravageur et donc la pression parasitaire. Par contre, ça a aussi un effet indirect, là, qui est positif pour la culture, puisque cette présence d'UVA va changer le côté chimique et physique de la plante. Ça va durcir en fait les cellules. Et donc la plante va être de moins bonne qualité. En fait, ça va être une moins bonne qualité pour le ravageur. Il y aura moins d'appétence de la plante pour le ravageur et donc on va diminuer là la pression parasitaire. On peut également agir donc sur la vision de l'insecte en lui présentant des signaux visuels. Donc on connaît l'attractivité de certaines couleurs pour les ravageurs. Donc c'est notamment le cas des plaques chromatiques, qu'elles soient bleues, jaunes ou d'autres couleurs. Mais aussi des fleurs, du feuillage et même de certaines formes de végétaux en fait, qui ont une attraction particulière pour le ravageur. On peut également donc changer le comportement des ravageurs en leur présentant des signaux olfactifs. Donc pour les attirer, on peut utiliser par exemple de la communication intra-espèce, c'est le cas des phéromones, mais de la communication inter-espèce aussi avec des chéromones. Donc ici vous avez une photo du piégeage avec plaques chromatiques et chéromones, donc ça c'est des choses qui sont utilisées, qui sont connues. On peut aussi utiliser des cultures qui vont être attractives ou des plantes de service qui vont attirer les ravageurs. C'est le cas donc sur notre photo en bas, avec une culture de chrysanthème qui est accompagnée donc, de plants de tagettes sur le côté qui sont en fleurs. On peut aussi avoir des sources répulsives des ravageurs. C'est le cas donc, de certaines cultures, comme ici le Desmodium incinatum, qui repousse donc, certains ravageurs. Et puis on peut utiliser des composés soufrés ou des huiles essentielles donc, pour faire de la répulsion. Les stations d'Astre d'Or ont étudié certaines de ces stratégies. C'était notamment le cas du projet Diaplace, mené par Astre d'Or Loire-Bretagne, qui visait à chercher des plantes hautement attractives
Donc ils ont pu mettre en évidence par exemple l'aubergine qui est très attirante de la lerode, ou alors la tagette qui est très attirante du thrips, ou encore le bergénia attirante de l'othiorynque. Après il faut aussi trouver les solutions pour gérer donc, ces plantes attractives. Et donc pour l'aubergine par exemple on fait des effeuillages réguliers, ou alors dans le cas de la tagette ou du bergénia il faut des solutions pour éliminer carrément la plante et la renouveler. Donc après avoir étudié donc, une stratégie d'attraction, ils ont l'Astrodor Sud-Ouest a évalué donc des stratégies de répulsion par certains produits naturels, comme les composés soufrés, l'extrait d'ail, le produit Alza, ou alors les huiles essentielles des plantes aromatiques. Donc ça, c'était le romarin ou la marjolaine, qui sont donc des produits répulsifs. Une fois qu'on a étudié donc d'un côté les stratégies d'attraction par certaines plantes et des stratégies de répulsion, on a essayé donc de les mettre ensemble pour faire une stratégie d'attraction et de répulsion. Donc c'est le push-pull. Et donc ça a été évalué par l'Astrodor Sud-Ouest et l'Astrodor Loire-Bretagne. Donc ici, on repousse de la culture, donc avec des composés soufrés et des huiles essentielles. Et puis de l'autre côté, on attire par des plaques chromatiques ou des plantes de service, ou des phéromones et charomones. Donc plus en détail, c'est vraiment ça qui stimule en fait la migration volontaire du ravageur de la culture. Donc c'est bien de rendre la culture moins attractive, donc soit par des traitements, soit par des plantes de service répulsives, et de donner une alternative vraiment au ravageur en lui plaçant dans le périmètre de la culture donc des sources plus attractives que la culture elle-même. Donc plaques chromatiques, charomones, phéromones, plantes de service, c'est vraiment de lui donner une alternative. Où est-ce qu'il va aller? Donc ici, on a bien repoussé le ravageur de notre culture, notre push, vers notre source attractive, notre pull, qu'il faut bien situer donc dans le périmètre de la culture. Et après, on n'a plus que cette partie donc, de source attractive à gérer, et plus la culture entière. Donc un exemple concret, ici on avait évalué donc, sur une culture de géranium. C'est une stratégie push-pull donc, contre le thrips. Donc on est venu traiter nos plants de géranium avec donc, le produit Alza, l'extrait d'ail. Et en son centre, on est venu placer donc, des tagettes pour provoquer donc, cette migration des thrips adultes, parce que c'est bien les thrips volants en fait, qui vont migrer, les larves restant dans la culture. Donc on a bien repoussé le thrips, et après il faut gérer ces plantes de tagettes, les remplacer en fait régulièrement pour baisser la pression parasitaire. Comment vous déterminez la quantité nécessaire de push-pull? Par exemple, dans le cas de ce que vous montrez, comment vous déterminez la quantité qui est nécessaire en traitement répulsif Alza et en tagette pour que ça équilibre? Comment vous pouvez déterminer la quantité nécessaire? C'est-à-dire que là, vous avez je ne sais pas combien de barquettes au sol, peu importe, pour qu'il y ait un bon équilibre de ce push-pull. Comment vous arrivez à déterminer la quantité? Pour ça, pour le moment, on l'a pas trop déterminé. Enfin, en tagette. D'accord. Après, en aubergine, je pense que c'est plus déterminé. En tagette, on évalue, on en met à peu près une pour 4-5 mètres carrés, je crois. D'accord, l'étude n'est pas encore suffisamment aboutie pour que vous puissiez déterminer l'équilibre nécessaire pour arriver à au bon résultat. D'accord. Donc ici, c'est le chiffre en fait, les données en chiffres. Donc vous avez d'un côté donc le graphique sur la culture et donc le deuxième graphique à droite sur les plantes de service. Donc ici, on a donc c'est notre nombre moyen de trips par plante de géranium. Donc on voit que ça va de 0 à 1,5 trips par plante en fonction donc des semaines de culture, donc de la semaine 20 à la semaine 28. Donc c'est des comptages qu'on fait toutes les semaines sur les cultures.
Et on voit ici donc que sur les premières semaines, en fait, on n'avait pas de trips, parce que parfois en Bretagne, on a un peu de difficulté à en avoir. Donc jusqu'en semaine 22, on n'avait pas de trips, donc on est venu inoculer en fait 1000 trips adultes dans la culture pour faire augmenter cette population de trips. Donc on voit qu'elle a bien augmenté, hein. Et puis en semaine 26, on est venu faire donc un traitement répulsif d'Alza sur notre géranium. Et donc on était à peu près à 1,2 trips par plante en semaine 26 et on tombe en semaine 27, donc après notre traitement, à moins de 0,1 trips adultes dans notre culture. De l'autre côté, on a nos plantes de service sur lesquelles on est venu faire les mêmes comptages. L'échelle ici est très différente, hein, puisqu'on va de 0 trips à 70 trips à peu près par plante. Donc on a toujours nos semaines de culture. On voit déjà que donc avant notre inoculation de 1000 trips, on avait déjà du trips sur nos plantes de tagette. Donc on voit qu'elle est plus attractive en fait, hein, que la culture. En semaine 22, donc on est venu faire notre inoculation de 1000 trips adultes. Donc évidemment, on a vu une grosse augmentation de notre population sur nos tagettes aussi, hein, mais ça s'est un peu régulé. Et puis à partir de notre traitement répulsif en semaine 26, on a donc une grosse augmentation là, hein, puisqu'on passe de moins de 20 trips adultes sur nos tagettes à entre 50 et 60 trips adultes sur nos tagettes. Donc ici, on confirme bien qu'il y a eu cette migration de trips des plantes de notre culture vers nos plantes de service. Donc comme on continue d'étudier la question, en fait, hein, cette année, on s'est dit qu'on allait peut-être, parce qu'on a vu qu'il fallait vraiment multiplier le nombre de méthodes alternatives pour avoir une bonne efficacité. Et donc, on continue à essayer de multiplier pour voir si elles sont bien compatibles et si ça va fonctionner. Donc ici, on s'est dit cette année qu'en plus de notre traitement répulsif sur notre culture, de nos plants de tagette, donc mis sur le bord de notre culture pour la migration des trips adultes, on allait aussi passer la stimulation mécanique sur notre culture, puisque ça dérange en fait, hein, le ravageur, qui va donc peut-être encore plus migrer, ou plus rapidement migrer sur nos plants de tagette. Donc on aura ici une triple stimulation des trips adultes. Donc en conclusion, on peut dire que la stratégie push-pull en culture protégée sous serre contre les trips adultes est prometteuse. Enfin, au moins chez nous, elle a donné de bons résultats. Après, c'est à confirmer, bien sûr. Elle doit être intégrée, évidemment, en complément d'une stratégie globale de PBI, puisque voilà, il faut toujours multiplier, hein, ces méthodes alternatives. Et puis, les stations Astrodor doivent continuer de trouver en fait, hein, des sources répulsives attractives, parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment ces sources qui sont adaptées en fonction du ravageur qu'on cible. Et voilà, il y a encore plein de choses à trouver. Et donc, c'est aussi à adapter, évidemment, avec le couple culture-ravageur. Pour vous donner quelques perspectives, puisqu'on n'est pas les seuls à travailler, hein, sur les stratégies push-pull. Donc il y a eu quand même des exemples de réussite, notamment sur des cultures de maïs. Dans les cultures de maïs, il y avait un problème, donc c'était dans les régions chaudes, hein. Il y avait un problème avec un lépidoptère foreur de la tige du maïs. Donc ici, dans la culture de maïs, on est venu mettre une autre culture, donc le Desmodium uncinatum, dont je vous parlais tout à l'heure. C'est une plante qui est répulsive de ce lépidoptère. Et donc en la cultivant dans la partie basse, puisque c'est une plante tapissante, elle est cultivée en même temps que le maïs dans sa partie basse, elle permet de repousser donc ce lépidoptère. Et autour de cette culture, on est venu placer donc des Pennisetum purpureum pour donner cette alternative aux ravageurs, qui sont partis du coup plutôt vers les Pennisetum que sur le maïs. Et ça, apparemment, ça a marché. Donc ça, c'est déjà assez ancien, parce que ça date des années 2000. Et puis en 2016, il y a eu une autre... donc ici, c'était sur le brocoli, donc culture maraîchère. Sur le brocoli, on est venu donc appliquer un traitement naturel en fait, sur la culture, et en périphérie, ils avaient placé des choux chinois, donc qui sont hautement attirants, de la mouche du chou, puisque c'est vraiment la mouche du chou qui est problématique en brocoli.
Et donc apparemment, ça en 2016, ça a très bien marché. Donc ça, c'était fait en Bretagne. En fait, ils sont venus. En fait, le brocoli, quand il est attaqué, il émet des composés. Et ils sont venus ils ont analysé ces composés et ils les ont densifiés, enfin augmentés, voilà. Et après, ils les ont synthétisés pour faire le produit. Donc voilà. Donc on peut penser que du coup, voilà, même sur des cultures d'extérieur, c'est complètement possible. Il n'y a pas que le push-pull n'est pas réservé du tout que à la serre. Et voilà, on peut penser que sur les pépinières extérieures, ça peut fonctionner aussi. Est-ce qu'il y a des questions? Merci beaucoup. Merci. Bien sûr. Pierre? Non? Plus toi? D'accord. Pardon, excusez-moi. Merci. Non, vous m'entendez? Non? Oui. Très bien votre exposé, j'ai trouvé. Éric Vuillermet, horticulteur. Dans le push-pull, avez-vous un témoin dans lequel vous n'avez pas fait le push? C'est-à-dire que vous avez travaillé que les plantes de service sans répulsif sur les géraniums, par exemple, pour pouvoir comparer les mesures. Alors, vous voyez ce que je veux dire, dans le sens où je trouve compliqué de faire répulsif, plante de service. C'est pas pratiquement, c'est moins facile. Alors en fait on le fait on le fait parce que dans tous nos tunnels on met des plantes de service comme ça. Alors dans certains, évidemment on teste le répulsif avec, et dans d'autres on regarde juste avec juste les plantes de service. Donc c'est pas vraiment un essai, mais comme ça le répulsif amène quand même quelque chose. Il y a de toute façon une migration vers les plantes de service si on les met seulement toutes seules. Mais le répulsif améliore en fait et augmente la rapidité d'action, en fait, de la rapidité de migration du ravageur vers les plantes de service. Après, cette année, on a décidé de faire les trois, en fait. On va faire la triple stimulation que je vous ai présentée à la fin. On va faire également juste le push-pull répulsif tagette. Et puis, on va aussi faire dans une autre serre juste les tagettes. On aura les trois données, en fait. Mais là, vraiment, dans quelque chose de plus cadré. Je peux peut-être essayer de vous répondre. Sylvie Lémé, conseillère à Strador Sud-Ouest. Donc, dans les stratégies où on ne fait que du pull, donc où on attire, on peut citer le cas de l'aubergine, plante piège d'Alerode sur les poinsettias. Là, on ne fait pas du push, on fait que du pull. Ça marche pas trop mal. Et ça a été bien adopté par nos professionnels comme étant la plante à surveiller contre les alerodes, ce qui évite quand même de multiplier les observations sur les cultures. On pourrait se contenter presque que de surveiller que les plantes pièges pour gérer les stratégies d'apport, par exemple. Et par rapport à la stratégie que pull aussi, pour le TRIPS, on le conseille encore. Vous dire que ça marche, c'est un bien grand mot, parce qu'on essaye beaucoup de choses et on a du mal des fois à avoir des résultats qu'on répéterait. Mais les phéromones ou les chéromones sur les panneaux chromatiques peuvent quand même être un indicateur certain. Et si on augmente leur attractivité, on a quand même aussi un outil simple d'évaluation qui ne suffit pas forcément à la lutte. Hein. Mais voilà. Après, sur le côté répulsif, je crois que l'ALSA a été pas mal utilisé, a démontré des efficacités. Mis à part l'ALSA pour le côté répulsif, on n'a pas encore de solution autre transférable en l'état de nos connaissances aujourd'hui. Oui, la stimulation mécanique aussi, mais la stimulation mécanique avec des bandes jaunes qui promènent au-dessus des cultures, Émilie te le dirait si ça a été dans l'atelier, on dérange peut-être plus facilement par exemple des alerodes, où ça marche bien, que des trips, où ça marche moins bien. Voilà, parce que les trips, on les dérange pas si facilement que ça des cultures pour les attirer sur les panneaux en stimulation mécanique, en créant juste un mouvement d'air avec la bande engluée. Petit complément de question. Est-ce qu'on peut compléter sur les plantes de service est-ce qu'on peut compléter des lâchers d'auxiliaires sur les plantes de service? Par exemple, les aubergines dans les poinsettias, moi spécifiquement je vise les auxiliaires pour éviter de les détruire rapidement et puis de générer forcément des prédateurs futurs, quoi.
plutôt que de détruire. Là, la tagette va être détruite dans l'absolu. Avec son paquet de trips dessus, c'est peut-être un peu dommage. Si on lâche des auxiliaires sur les plantes de service, on entretient, enfin, on a double... Bénéfice-risque, je dirais. Ah ouais, d'accord. Oui, je pense que c'est par rapport aux plantes de service, il y a toujours cette notion de bénéfice-risque. C'est-à-dire une plante d'aubergine qui a beaucoup trop d'aleurodes, il va falloir peut-être la sacrifier plutôt que de la laisser comme étant une hypothétique plante relais. Ça, voilà. Mais pour des pucerons, ça peut être l'inverse. Si vous avez en plante de service une plante attractive, un puceron de substitution, si vous avez beaucoup de ces pucerons-là qui ne sont pas nocifs pour votre culture, vous avez intérêt à garder votre plante de service infestée de pucerons parce que vous aurez beaucoup d'auxiliaires utiles pour votre culture. Finalement, c'est une question d'équilibre. Oui, bonjour. Juste pour expliquer, cette stratégie push-pull, donc c'est déjà très bien connu en Afrique et c'est appliqué de façon très importante avec une réduction des insecticides, il faut le dire. C'est dommage que ce n'était pas très bien communiqué, mais c'est aujourd'hui une stratégie qui marche très bien. L'autre remarque, c'est juste, on a travaillé sur TRIPS, on n'a jamais parlé d'aleurodes. Donc, et Anne elle a déjà expliqué que c'est très important de se focaliser chaque fois sur un ravageur. Quand on parle d'un TRIPS est hautement mobile. Et donc, cette stratégie push-pull peut être utilisée beaucoup plus facilement, par exemple, que je pense sur aleurodes, parce qu'un aleurodes, c'est plus statique. Il reste beaucoup plus longtemps sur des feuilles pour se reproduire. Et quand on touche une plante, elle s'envole, mais elle va tout de suite chercher la même plante. Donc là, je pense qu'une stratégie push-pull, c'est beaucoup plus difficile à réaliser. Donc il faut vraiment se focaliser sur chaque ravageur pour avancer avec cette stratégie. Donc c'est très important. Mais donc le système push-pull en Afrique, c'est un des meilleures réussites en PBI en extérieur. Et c'est très ancien. Ouais. Sur maïs, en extérieur. Donc c'est le foreur de maïs, le pyrale de maïs, oui. Encore une question. Ou une remarque peut-être. Oui, juste une expérience, une observation qui remonte à une bonne vingtaine d'années, voire même une trentaine d'années, puis ça fait 31 ans que je suis au SCRAD. En fait, donc on dit push-pull, c'est répulsivité, attractivité, c'est ça en fait. Hein. Et au sein même d'une espèce florale, on peut l'observer. Moi, j'ai souvent vu 2 parcelles de gerbera, l'une qui était riche en aleurodes et l'autre qui n'en avait pratiquement pas. Donc je me pose la question, pourquoi que dégage cette variété plutôt que l'autre pour justement abriter autant d'aleurodes? Et le même constat concernant le TRIPS, à savoir 2 variétés de roses, l'une Milva, qui est un excellent habitat pour le TRIPS, et l'autre un spray, donc beaucoup de boutons, donc a priori beaucoup de niches pour le TRIPS, mais pas un TRIPS. Donc là aussi, pourquoi? Donc c'est que probablement il y a des substances, peut-être sémiochimiques comme on dit, dégagées par, certes, le rosier, mais différentes d'une variété à l'autre. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à explorer, là, en matière peut-être de recherche, peut-être un peu plus fondamentale, mais nous, quelle contribution on pourrait apporter à cela pour justement comprendre ce mécanisme, peut-être extraire cette substance, la pulvériser, voilà, pour un effet, c'est un effet push. Voilà, c'est tout. Merci. En tout cas, ce sera un sujet à remettre parce que finalement, ça intéresse beaucoup de monde. Donc, merci Anne, merci beaucoup.